Écoutez, je vous propose de passer la parole au projet associatif Coma Taxi. Donc, la présentation est annoncée comme conjointe par Bertrand Diosser de l'association AFAF, donc Maladie Friedreich, et Guillemette Essel, qui est une ergothérapeute de l'APF France Handicap. Je vous donne la parole. Merci. Bonjour à tous et merci à Brentin de nous donner la parole pour montrer que ce projet, qu'il y a quelques années, est devenu maintenant un service. Guillemette, je ne sais pas si Guillemette est là. Voilà, merci. Donc, les solutions innovantes pour améliorer la communication des personnes atteintes de l'ataxie de Friedreich était un sujet qui était très important pour nous au niveau de l'Association française de l'ataxie, notamment dans l'évolution des personnes. Je ne reviendrai pas en détail sur toute la maladie de l'ataxie de Friedreich. C'est une maladie neurologique, elle est évolutive, elle est rare, elle est d'origine génétique. Environ 1500 personnes, mais on estime un peu plus en France, sont atteintes de cette maladie. Elle débute souvent entre 5 et 15 ans, mais on découvre aussi des manifestations à l'âge adulte de façon beaucoup plus importante. On a aussi souvent plusieurs malades par famille et actuellement, effectivement, il n'y a pas de traitement. On fait la diapo suivante. On va surtout insister sur les déficiences induites par cette maladie, la perte progressive de la marche et les chutes, les gestes maladroits de plus en plus lents, la fatigabilité, la dégradation de l'écriture, les difficultés de délocution, de dysarthrie qui sont aussi très, très perturbantes dans la communication, les problèmes visuels, d'acuité visuelle, mais aussi de nystagmus, les problèmes auditifs qui sont variables, mais qui sont aussi constantes dans l'évolution de la maladie. Je passerai sur l'atteinte cardiaque, scoliose, pied creux, diabète, qui ne sont pas les sujets d'aujourd'hui, mais insister sur toutes les capacités intellectuelles restent intactes dans l'évolution de la maladie. Voilà. On passe à la diapo suivante. L'Association française de l'ataxie Friedreich, l'AFAF, a, comme beaucoup d'associations, les mêmes objectifs de stimuler et de soutenir la recherche, de promouvoir l'information, d'accompagner les malades et les familles et de créer des liens entre les adhérents. Notre association a plus de 40 ans maintenant. C'est une vieille dame, encore digne. Nous avons 980 adhérents. On touche à peu près 500 malades. Notre parrain, c'est Mathieu Vidard, qui est journaliste et qui est chroniqueur à France Inter sur la tête au carré. Et nous avons beaucoup de renseignements sur notre site afaf.asso.fr. Le contact aussi, bon, voilà, en cas de besoin. Simplement, nous étions dans cette recherche d'objectifs d'apporter une amélioration à la communication des personnes ataxiques, notamment dans l'évolution de leur maladie. Et nous étions depuis plusieurs années déjà dans cette recherche, un petit peu tout azimut, et nous avons eu par différents biais la rencontre avec Thierry Danico, qui n'est pas là tout de suite, qui est un ergothérapeute de l'APF spécialisé dans ces domaines. Thierry était depuis 1996 à la recherche de toutes les techniques et technicités pouvant améliorer la communication auprès de différentes personnes handicapées. Et puis, nous, au niveau de l'association française, nous étions à la recherche de gens qui connaissaient bien leurs produits et qui connaissaient aussi notre maladie. Donc, ça a été un travail commun de partenariat entre donc l'APF France Handicap et le site qui s'appelle maintenant Tech Lab, qui est basé à Roubaix et Tourcoing, c'est la rue à traverser, simplement dans cette recherche. Nous avons établi une convention et il a fallu à la fois rechercher du financement pour acheter le matériel nécessaire et pour les prêts, et aussi assurer le financement des ergothérapeutes et l'embauche de Guillemette, qui est là à côté de moi. Voilà. Dans ce parcours, Thierry ne pouvant pas cumuler tous les postes.
Donc, nous avons cherché des testeurs parmi nos membres qui pouvaient apporter leurs connaissances personnes ataxiques et aussi de ce qui correspondait à leurs plus grandes difficultés, avec la résolution d'un questionnaire initial qui permettait déjà de cibler les problèmes. Donc, en 2019, nous avons commencé les accompagnements et commencé aussi à faire connaître notre com-ataxie. Mais les gilets jaunes nous perturbaient beaucoup dans nos réunions régionales, puis maintenant la Covid. Voilà, donc un peu, il a fallu s'adapter un petit peu, on va en reparler plus tard sans doute, s'adapter un petit peu plus à ces problèmes. Cette convention est donc renouvelée et on a aussi fait tout un système d'évaluation de nos conseils par les personnes qui ont été aidées. C'était important pour nous de savoir si ça correspondait bien aux attentes des personnes. Donc, nécessité d'avoir des testeurs parmi nous, des testeurs qui étaient donc vraiment les pairs, si on peut dire, qui aidaient un peu les autres, et aussi l'évaluation de ce que l'on faisait. Je laisse la parole à Guillemette. Bonjour à tous. Alors moi je suis Guillemette Tessel, je suis ergothérapeute au Tech Lab de APF France Handicap. Je vais vous décrire un petit peu le service dans lequel je travaille avant de détailler un peu ma mission pour com-ataxie. Donc le Tech Lab, c'est un service national d'APF France Handicap et on est une équipe pluridisciplinaire avec ergothérapeute, on est 2 ergothérapeutes, une orthophoniste, un ingénieur biomédical et une responsable de la communication. Notre mission, elle est vraiment de mettre en avant tout ce qui gravite autour des nouvelles technologies et comment on peut les utiliser pour les personnes en situation de handicap pour compenser des situations ou améliorer leur usage. Pour ça, on mène une veille active. On est constamment un peu à l'affût de nouvelles propositions qui pourraient exister. On essaie de partager toutes nos trouvailles par le biais de différents canaux de diffusion. On a un site internet alors qui a été un peu impacté par l'incendie. Alors normalement, là, tout devrait être rentré dans l'ordre, mais il y a encore un peu des petits bugs. On a un blog qu'on alimente quotidiennement avec toujours une petite info, un petit détail qu'on a pu trouver. Les différents réseaux sociaux sont actifs également. Et puis, au travers d'une newsletter qui est trimestrielle, on publie donc du coup tous les trimestres entre 12 et 15 fiches techniques, pareil, sur différentes thématiques qui nécessitent d'aller un petit peu plus loin que ce qu'on peut diffuser sur le blog. Voilà, donc la prochaine newsletter devrait notamment être diffusée, je crois, vendredi de cette semaine ou lundi de la semaine prochaine. Toujours est-il que ces fiches techniques, elles sont accessibles gratuitement sur notre site. Voilà, donc c'est assez intéressant. Et toujours dans la dynamique de diffusion, on a mis en place une chaîne YouTube qui s'appelle la chaîne du Dr Access. Sur lequel on a mis en place des tutoriels qui permettent d'aller un petit peu plus loin dans nos actions. Voilà, ça c'est pour la notion de l'information. Pour la formation, on forme également les professionnels de terrain. On soutient les professionnels et les particuliers qui pourraient avoir besoin d'informations particulières. On a récemment mis en place un service de webinaire où les professionnels sont invités à participer à des temps d'échange et de partage d'informations. Et puis, historiquement, le service de prêt de matériel, le constat, et c'est le même pour le travail qu'on mène avec la FAF, que pour mettre en place du matériel en lien avec les nouvelles technologies, il faut le tester, il faut l'évaluer en situation écologique, au domicile, avec les professionnels paramédicaux, ou pas, tout dépend s'il y en a, que ce soit orthophoniste, éducateur ou alors éducateurs ils sont pas paramédicaux, mais ou ergothérapeute. Voilà, donc on a mis en place un service de prêt où on prête une valise avec différentes sortes de contacteurs ou différentes sortes de souris pour tester. Donc ça c'est pour le Tech Lab. Plus précisément, la mission au sein de com-ataxie, elle a plusieurs volets. Le premier volet, il est en lien avec l'individu.
où on fait un accompagnement personnalisé qui se rapproche un peu d'un accompagnement qu'on ferait en SAVS ou en SAMSA. C'est vraiment un accompagnement qui est dédié à une personne qui prend contact avec nous parce qu'elle a un besoin de communication ou en tout cas d'accès à un outil numérique. Donc pour ça, on va évaluer la situation. Alors ça se passe en visio, à distance. En cas un peu particulier, on a pu aller au domicile des personnes pour faire une évaluation en direct. Ensuite, on fait un conseil en fonction des évaluations. Alors parfois, ça a l'air un peu linéaire, mais parfois, ça nécessite plusieurs appels, plusieurs échanges. On prévoit un conseil avec des comptes rendus. Dans la mesure du possible, on est en lien avec les professionnels s'il y en a. On prête du matériel, que ce soit logiciel ou matériel. On va pouvoir prêter pour inciter les gens à évaluer en situation et à tester du matériel qui pourrait améliorer leur situation. Donc ça, c'est pour la partie individuelle. Et ensuite, on a fait des propositions qui sont un peu plus génériques, qui s'adressent à tous les usagers et tous les adhérents de la FAF. Donc, on a fait des propositions. Par exemple, on a rédigé une petite dizaine d'articles sur des thématiques qui sont remontées comme étant assez récurrentes. Alors, j'ai noté ici certains articles. On en a fait un sur où est passée la souris de mon ordinateur. Comment est-ce que je peux écrire avec la voix? Donc, on a répertorié différentes manières d'écrire avec sa voix. Quand l'ouïe se fragilise, qu'est-ce qui peut exister comme outil numérique? Comment faciliter l'utilisation de mon téléphone, l'utilisation de ma souris, etc. Donc, on a fait plusieurs propositions. Alors, historiquement, en temps normal, on a pu participer aux rencontres régionales de la FAF. Vous vous doutez bien qu'on a été un peu ralenti ces derniers temps. Alors, pour pallier quand même à cette demande, parce qu'on s'était rendu compte que c'était quand même une excellente manière de pouvoir communiquer avec les gens en direct et de tester vraiment en direct. Pour pallier à ça, on a mis en place récemment un webinaire, donc un vrai temps d'échange. Globalement, le retour a été quand même assez positif, je crois. Donc l'idée de pourquoi pas reproduire ça, la question va se poser. Voilà. Ensuite, on a maintenu une veille. Alors, on a notre veille du Tech Lab, mais on a une veille qui est un peu spécifique à la FAF en fonction des besoins qui remontent. Notamment, par exemple, il y a un besoin assez important au niveau de la compensation d'ordre ORL. Là, c'est vrai que ce n'est pas une thématique qu'on aborde facilement au Tech Lab. Et du coup, on a vraiment ciblé sur les outils qui pouvaient compenser. Alors, on est dans le numérique. Hein, je ne suis que ergothérapeute, mais voilà, on a cherché dans les outils numériques ce qui pouvait compenser, ce qui pouvait apporter une réponse. Et comme il y a des choses, on essaie de diffuser cette info-là. Voilà. Et puis, on a fait des évaluations plus collectives à destination des adhérents de la FAF. Par exemple, il y a un clavier visuel qui est assez intéressant, qui apparaît à l'écran, qu'on a souvent conseillé aux personnes de la FAF, et régulièrement, ces personnes-là avaient un retour à nous faire et qui était souvent le même. Alors, je ne sais plus quel retour il était exactement, mais nous, on l'a fait remonter au développeur qui a pu faire la mise à jour suffisante. Donc voilà, c'était assez intéressant de se dire que pourquoi pas solliciter les adhérents de la FAF pour tester et évaluer du matériel ou des logiciels. Alors, pour être un petit peu plus pragmatique, comment ça se passe concrètement dans l'accompagnement? On commence toujours, c'est jamais moi, c'est jamais au niveau du Tech Lab que le premier contact a lieu, c'est toujours auprès de Bertrand. Les personnes le contactent, comme ça Bertrand, il détermine un petit peu, il évalue, il envoie un questionnaire qui va nous arriver à nous et qui va nous permettre de dégrossir un peu la situation et de savoir un petit peu en amont qu'est-ce qui nous attend et comment on va pouvoir aider. On commence par une première visio. Alors parfois, il y en a une, deux ou trois, où on échange avec la personne. D'abord, on prend le temps de faire connaissance, d'essayer de comprendre quels sont ses besoins et de déterminer comment, de quelque chose qui est exprimé, quel est le besoin vraiment réel qui va être derrière. À l'issue de un ou plusieurs échanges, on va faire des comptes rendus, un compte rendu où on détermine vraiment les besoins de la personne. Souvent, au premier échange, on va déjà avoir des premières pistes de solutions à proposer et du coup, on les envoie directement ces solutions. Alors, ça peut être logiciel, ça peut être matériel, on va le voir un peu plus tard. Et donc, quand c'est matériel et qu'on bénéficie du matériel, on peut le prêter et on l'envoie à la personne. Dans la mesure du possible, quand il y a des professionnels qui accompagnent les usagers, que ce soit ergothérapeutes, orthophonistes ou autres, on prend contact avec eux
pour pouvoir faire des évaluations conjointes et des essais de matériel conjoints. J'ai absolument pas la prétention de pouvoir résoudre des problématiques, surtout quand il y a notamment un ergothérapeute sur place. Donc dans ces cas-là, on essaie vraiment de travailler de manière collégiale et c'est comme ça qu'on arrive à avoir les meilleurs résultats. À l'issue de ça, on rédige toujours par écrit, on est toujours par écrit. Alors, il y a quelques situations où on a pu arriver à proposer une solution pertinente et efficace. Il arrive également qu'il faille qu'on intervienne au niveau de la rédaction de l'argumentaire pour la MDPH, alors en lien avec l'ergo, ou quand la famille est un peu isolée, et c'est nous qui rédigeons l'argumentaire. Voilà, donc chaque situation a vraiment un accompagnement personnalisé et c'est toute la richesse de cet accompagnement-là. Tout ce temps de travail avec les personnes se passe toujours en binôme avec la FAF. Il y a toujours un lien d'échange entre Bertrand et nous pour être certain qu'on soit dans la bonne mesure. Bertrand, il a des contacts avec les personnes qu'on accompagne qui ne sont pas les mêmes que les nôtres. Et parfois, ces temps d'échange, ils permettent d'améliorer un peu l'accompagnement qu'on mène. On peut ajouter que c'est gratuit pour les adhérents. Tout est gratuit pour les adhérents, absolument. Il n'y a aucun surcoût à la différence. Enfin, effectivement, le Tech Lab, parfois, il y a des frais d'envoi sur nos valises de prêt de matériel. Là, tout est pris en charge par la FAF, effectivement. Voilà. Alors, je vous ai résumé ici un très, très bref aperçu de ce qui peut exister comme solution. Dans les solutions, il y a des solutions qui sont d'ordre logiciel, il y a des solutions qui sont d'ordre matériel, il y a des logiciels qui sont payants, il y a des logiciels qui sont gratuits, il y a des solutions. Il est arrivé relativement fréquemment que la solution à la difficulté de la personne, elle soit dans les options d'accessibilité numérique, d'ergonomie, pardon, du système. Alors parfois il suffit de changer la taille et la couleur du curseur et ça on peut le faire dans les options d'ergonomie de Windows et donc parfois une prise en main à distance de l'ordinateur a permis d'apporter un début de solution et déjà de résoudre quelques petites problématiques. Parfois il suffit de télécharger un logiciel, alors celui que vous voyez là, celui avec le petit haut-parleur. C'est un logiciel qui s'appelle Click to Speak, celui dont je parlais tout à l'heure, qui est un logiciel qui est gratuit. L'autre clavier visuel est gratuit également. Il y a des applications qu'on peut installer sur son smartphone qui vont permettre d'accéder à la communication. Ça, c'est des choses où nous, on envoie l'information et puis la personne ensuite est libre de la charger ou pas sur son ordinateur. Et quand la solution est matérielle, pardon, nous, on a un parc de matériel qui est dédié à la FAF, dont on a pu bénéficier. Et donc, on prête le matériel, on le met dans un carton et puis on le prête. Alors, le super must, c'est quand il y a un ergo, on l'envoie à l'ergo qui l'évalue. Moi, je travaille avec l'ergothérapeute, on évalue ensemble, je le ou la familiarise avec l'usage du matériel et ensuite, elle va le tester avec son patient. Donc ici, j'ai mis quelques illustrations. On voit des joysticks, on voit des souris. Alors, on a un iPad et une tablette Android. Qui nous ont permis de télécharger un certain nombre d'applications qu'on peut prêter également aux gens. On a des contacteurs. Vous voyez ici un exemple de clavier coloré avec des très grosses touches et un guide-doigt avec les difficultés de pointage qui sont fréquentes chez les personnes avec une ataxie, avec des mouvements athétosiques en tout cas. Le guide-doigt, ça a résolu un certain nombre de situations. Ici, j'ai un amplificateur vocal que j'ai mis. Souvent, le flux vocal est assez faible et donc ce petit micro qu'on positionne à côté de la voix peut amplifier le flux vocal. C'est intéressant. Un autre outil qui est assez spectaculaire, c'est le Orcam que vous voyez. C'est une lunette avec une petite caméra qui est positionnée dessus et qui va détecter les zones de texte, qui va les photographier et qui va les lire. Il y a une petite oreillette, enfin pas une oreillette, il y a une petite enceinte qui va le lire dans l'oreille. Donc quand la personne est dans la rue et que du fait d'une nystagmus ou d'une déficience visuelle particulière, elle ne voit pas le nom de la rue, elle va pointer sa lunette vers le nom de la rue. L'appareil va prendre en photo le nom et va lui lire le nom de la rue. Alors ça marche avec les panneaux dans la rue, ça marche avec un courrier, ça fonctionne avec un magazine et du coup ça va lire l'article dans l'oreille. Donc, c'est un outil qu'on a très souvent prêté. Voilà, pour donner quelques chiffres,
À ce jour, donc depuis mi-2019, on a accompagné 59 personnes. Alors, je les ai dissociés en actifs, en pause et clos. C'est toujours un peu discutable. Mais voilà, j'ai 21 accompagnements aujourd'hui qui sont où j'ai un contact régulier. Alors, ça nécessite, moi, parfois de relancer un petit peu, où j'ai un contact régulier, où on est encore en recherche de solutions. J'ai 15 personnes qui sont en pause, c'est-à-dire que du fait d'une situation de vie où ça peut être, ils ont besoin de mettre en pause cet accompagnement-là parce qu'ils sont en train de déménager, parce qu'ils ont un autre projet plus important et qu'ils ne peuvent pas être à fond sur un projet numérique, parce que pour plein de raisons, parce que la pathologie est en train d'évoluer et que du coup, ils ne sont pas à leur aise sur cette situation. Voilà, donc on prend un peu notre temps. Et il y a 23 situations. Alors, je les comptabilise encore parce qu'on a trouvé la solution. Les personnes ont leur outil numérique qui est pertinent. On a apporté la réponse. Par contre, l'ataxie de Friedreich, c'est une pathologie qui évolue. Et donc, on sait qu'il est possible que les personnes aient de nouvelles demandes. Du coup, je garde le dossier toujours un peu sous le coude. Quelques chiffres également. On a pu bénéficier, donc il y a 2 ans, d'un montant de 21 876 € pour le parc de matériel. Donc, on a pu acheter des aides techniques qu'on expédie. On a fait un calcul un peu linéaire sur la quantité d'accompagnement. Donc, globalement, dans l'enveloppe globale, un accompagnement, en moyenne, ça représente 17 heures de contact. Et pour le chiffrer, chaque accompagnement coûte 970 €. Alors, c'est une moyenne. Hein. Voilà. Donc, sur 2019, sachant qu'on n'a pas commencé en janvier 2019, mais les premiers envois de matériel ont commencé en mai 2019, on a envoyé 36 matériels. Donc, je dis 36 matériels, mais parfois, il y avait une valise avec 2 ou 3 solutions à l'intérieur. Parfois, il y a eu des expéditions qui sont parties à droite et à gauche en même temps. Voilà. Donc, j'avais 36 envois. En 2020, j'en ai envoyé 47, sachant que pendant le confinement, il n'y a rien qui est parti et ça a été ralenti pendant l'été. Et là, depuis janvier, j'ai envoyé 22 matériels. Donc, ça indique quand même que par rapport au volume d'accompagnement, il y a quand même une demande. Sur la droite, là, je vous ai mis le top 4 des aides techniques que j'ai le plus prêtées. Il y a eu énormément de demandes sur une application que nous, on a installée sur une tablette, mais sinon, les personnes peuvent l'installer sur leur téléphone, qui s'appelle Assistant Parole, où on tape du texte et ça le vocalise, et on peut préparer différentes phrases. Le joystick renforcé, c'est une super demande. C'est un joystick qui permet, avec des mouvements athétosiques un peu denses, de déplacer un curseur de manière assez stable. Et le clavier avec le glis de doigt dont je vous parlais tout à l'heure, ainsi que leur cam. Sur le volume de travail, en 2019, il y a eu effectivement l'embauche d'un temps plein, d'un ergothérapeute à temps plein. Alors, l'équivalence, on a embauché un équivalent temps plein, donc moi. Et puis, on s'est rendu compte que notre orthophoniste, elle pouvait avoir du sens. Donc, voilà, on a dissocié un peu nos temps de travail pour qu'Aurélie, l'orthophoniste, puisse également intervenir sur certains accompagnements. Et puis à partir de 2020, c'est pas un équivalent temps plein, mais on a compté les heures. Donc sur 2020, on a travaillé l'équivalent de 233,50 heures d'accompagnement pur. Hein. Il n'y a pas toute la recherche derrière. Et en 2021, le calcul n'est pas encore fait. Et sur aussi peu de mois, c'est délicat de l'indiquer. Les thématiques de travail, elles se définissent sur les entretiens en visio. Sur les relations avec les professionnels de terrain, j'insiste beaucoup parce que vraiment, c'est extrêmement intéressant de pouvoir travailler en binôme, et je me rends compte que les ergothérapeutes, les orthophonistes ou autres qui sont au contact des personnes qu'on accompagne sont extrêmement demandeuses d'être accompagnées, d'être soutenues dans cette thématique qui est encore méconnue par les professionnels. Donc, on a souvent et de plus en plus pu travailler avec les professionnels. Ensuite, j'ai un temps non négligeable sur la rédaction des comptes rendus, la gestion des prêts de matériel, où il faut préparer des valises et les envoyer. Ça prend un temps fou. Il faut préparer le matériel quand c'est une tablette avec plusieurs applications, quand il y a un joystick un peu spécifique. Je m'assure toujours avant que tout soit bien compatible. Ensuite, il y a tout le temps de rédaction des articles, de veille, d'évaluation des solutions.
Ensuite, on a mis en place des actions qui étaient communes avec les missions pour le Tech Lab. C'est un peu dommage de faire de la veille pour l'un et pas pour l'autre, donc on a du temps de travail qui est commun. On a beaucoup été sur les rencontres régionales et puis les webinaires. Et ensuite, on a pris un temps important, il y a une grosse année de ça, je pense, pour évaluer la satisfaction, presque à mi-parcours par rapport à maintenant, évaluer la satisfaction des personnes qui avaient déjà été accompagnées pour savoir si on était vraiment dans la bonne ligne. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez claire. Je vais laisser peut-être Bertrand conclure sur ce qui était un projet et qui est devenu un service à part entière du Tech Lab et de la FAF aujourd'hui. Oui, simplement dans un premier item, je m'ai très heureux de retour d'expérience. C'est vrai que les personnes qui ont été aidées nous ont fait part à quel point leur vie a changé dans la communication grâce à quelquefois ces petits moyens. Le regret de manque d'ergo qui étaient intéressés par cette thématique. Ça, on l'a vu de façon manifeste, c'était difficile. Par contre, ceux qui s'y sont intéressés ont été en partenariat avec Tech Lab et en sont revenus enchantés. Le souci de préserver l'autonomie, ça c'était très important et nécessité, je dirais pour les thérapeutes, de sensibiliser les parents à rechercher des outils de communication adaptés dès les premières difficultés de l'enfant. On a malheureusement eu des personnes qu'on ne pouvait plus aider dans la mesure où le rattrapage était beaucoup trop difficile à assimiler. Le manque de matériel pour accentuer la rotation des prêts. Donc, un prêt dure en général censément 3 semaines. En fait, ça déborde beaucoup quant à la mise en place, l'aller, le retour du matériel, d'autant plus qu'il y a des périodes de confinement. Mais il nous manque un peu de matériel et du nouveau matériel dans les nouvelles outils d'accessibilité. Délai entre le dépôt de dossier à l'MDPH et le financement, ça peut quelquefois être 1 an, c'est arrivé dans nos aides. Et là, c'est toute la réflexion qu'on a actuellement, comment aider de façon plus pertinente nos adhérents. Voilà. Dans le cadre de la filière de soins, porter à la connaissance d'autres associations de malades atteints des mêmes déficiences et la connaissance de ce service Tech Lab. Et là, on pense beaucoup à Brentim qui pourrait développer ça. Voilà, mais je laisse la parole à Brentim. En tout cas, merci de votre attention. Et puis, on peut répondre à toutes les questions. Voilà. Merci beaucoup à vous deux pour cette présentation qui, je pense, a intéressé beaucoup de personnes et a suscité des questions. Oui, absolument. En effet, on voit qu'il y a que vraiment beaucoup de membres associatifs qui sont connectés, ont fait des commentaires et sont très intéressés par ce projet qui est débuté pour le moment avec la FAF, mais beaucoup s'interrogent sur la faisabilité d'un partenariat élargi Tech Lab, Brentim aux autres associations. Donc, Juliette propose que vous présentiez, Sophie, tu présentes éventuellement l'élargissement de ce projet à d'autres associations. Alors oui, tout à fait. Vous imaginez que si aujourd'hui on a donné la parole à Bertrand Diosard et à Guillemette Essel, c'est pas juste pour vous faire envie, c'est pour que ce projet qui a initialement été développé vraiment par la FAF, c'est vraiment une initiative à FAF, et qui a été supporté techniquement par le Tech Lab, puisse être proposé, puisque c'est bien sûr une problématique qui est complètement transversale à l'ensemble des pathologies de la filière. Aujourd'hui, on a commencé un partenariat avec Tech Lab à FAF, et on essaye de réfléchir à voir comment on peut proposer ce service et l'élargir de manière beaucoup plus transversale à nos pathologies Brentim. Donc, on est en train de travailler dessus. Pour l'instant, on a déjà, on va dire que la première pierre qui a été posée par Brentim pour s'inscrire dans cette démarche, c'est de participer à l'élargissement du parc technologique qui peut être proposé auprès. On est en train de voir aussi comment on peut éventuellement participer à l'effort de relais de formation des ergos pour un petit peu prendre en main cet aspect et soutenir Guillemette Essel et Thierry Danigo dans cette démarche. Donc voilà, on est en train de travailler à toutes les modalités de ressources techniques ou de ressources humaines pour pouvoir élargir cette proposition de service qui, bien sûr, nous a intéressés et qu'on voilà, on a trouvé évident de reprendre dans Brentim pour pouvoir l'élargir et la proposer au plus grand nombre. Donc voilà.
Très bien. Et donc, nous irons naturellement vers les associations qui nous semblent légitimement intéressées, mais surtout, n'hésitez pas à faire une action auprès de nous et à vous faire connaître si vous souhaitez être associé à ce projet. Est-ce que nous avons d'autres questions? On a deux autres questions qui sont potentiellement liées. Bertrand nous disait qu'il y a un délai entre le dépôt du dossier à la MDPH et le financement, et quelqu'un posait la question sur est-ce qu'il y a un financement Sécu ou PCH, et une autre personne parlait de l'accès aux particuliers. Donc je pense que c'est éventuellement un petit peu lié, l'accès des particuliers à ces technologies et le remboursement. Peut-être que Bertrand ou Guillemette pourraient répondre à cette question. Tout à fait. Donc, au tout départ, en tant qu'association, on a surtout intéressé nos adhérents à ce parcours. Au niveau de l'achat du matériel initial, on a bénéficié d'un mécénat, et puis aussi de la participation de la FAF, évidemment. Voilà un petit peu au départ. Maintenant, dans l'achat du matériel individuel pour chacun, là, en général, ce n'est pas un matériel qui coûte très cher. Guillemette pourra en parler davantage, mais après, il y a des adaptations qui peuvent coûter cher. Et à ce moment-là, on peut avoir un financement de la MDPH, mais c'est des dossiers à monter, et puis quelquefois, ça dure bien longtemps. Donc, à ce cas-là, il faut qu'on trouve des solutions beaucoup plus rapides pour nous, plutôt que d'attendre un an pour certaines personnes. Guillemette, vous pouvez peut-être parler des dossiers, du coût du matériel, peut-être? Alors, le coût du matériel, effectivement, tout dépend du matériel. Ça va de 0 à 15 000, 16 000, tout dépend du matériel qu'on va pouvoir mettre en place. Alors, à ce jour, il n'y a pas de prise en charge ni par la sécurité sociale, ni par la mutuelle de ce type de matériel. On est obligé de passer soit par un financement personnalisé, soit par la prestation de compensation du handicap, et donc par un dossier à la MDPH, avec la durée que ça génère et que j'imagine beaucoup connaissent. Par contre, la bonne nouvelle, elle est que est paru il y a quelques mois le rapport de Normandie qui a été mené par Philippe de Normandie récemment et Cécile Chevalier de la CNSA, qui laisse présager des bonnes nouvelles par rapport à la prise en charge sécu d'un certain nombre d'aides techniques d'ordre numérique, et du coup pour libérer un peu de budget pour la MDPH pour le financement de ces aides techniques-là. Donc, c'est en projet. En tout cas, le rapport de Normandie, il œuvre dans ce sens-là. Donc, on espère qu'il y a des bonnes nouvelles qui arriveront sur le sujet, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il faut passer par un dossier MDPH. Et puis, je ne sais pas si la question intervenait, la question qui avait été posée, notre intervention, nous, au sein du Tech Lab, ou que ce soit avec la FAF, elle n'est pas en lien avec la sécurité sociale. Je ne sais pas si c'était une des questions ou si ça répond ou pas. Oui, tout à fait. En fait, pour rebondir sur ce que vous disiez, Guillemette, et pour compléter la remarque qui vient d'être faite sur le chat, l'idée, c'est que le parc technologique qui est mis à disposition aujourd'hui puisse être proposé pour pouvoir tester l'outil avant de l'acheter, parce qu'effectivement, ce sont des outils qui sont très chers, et voir comment la personne peut s'approprier l'outil avant de se rendre compte que ça convient ou que ça ne convient pas. Et l'idée, effectivement, c'est que vous puissiez accompagner cette appropriation d'outils, et en ce sens, ce que je disais tout à l'heure, Brain Team a participé là pour le moment à étoffer un petit peu l'offre du parc technique pour aller dans cette première démarche. Et nous avons eu Brigitte Soudrier qui nous a fait passer le message qu'elle était intéressée aussi avec l'apport de la médecine MPR et du centre Nandaï avec lequel Brain Team collabore beaucoup. Une autre question? Je pense qu'on a fait le tour. Tu as une autre question, Marie? Une question de Sabrina Sacconi qui se demande si la FAF va développer le côté évaluation dans le temps, ce qui pourrait être intéressant au cas d'une nouvelle thérapeutique. Je n'ai pas trop entendu la question. La question porte sur l'évaluation dans le temps, et si j'ai bien compris, est-ce que ça pourrait peut-être être associé aux démarches cliniques des nouvelles thérapies d'avenir dont on espère disposer prochainement? Bien sûr. L'évaluation dont on parlait tout à l'heure, c'était une évaluation de ce que l'on avait fait. C'est un outil qui était bien codifié, qui s'adapte pour ça, mais qui pourrait aussi s'adapter pour une évaluation future de l'intérêt dans d'autres thérapeutiques.
Parfait. Ben, écoutez, merci beaucoup.